Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que t'es un peu un ovni. T'as arrêté l'école à 15 ans, tu t'es lancé avec ta chaîne YouTube, t'es hyper engagé, militant. Et là, en presque 1 an et demi, je suis passé de 1000 abonnés à 30 000. Donc, mais Ouais. c'est vraiment totalement inopiné. J'ai eu, grosso modo, de mes 10 ans à 18 ans, une série de 8 opérations à l'oreille qui m'a amené au moins 1 à 2 mois par année à ne pas aller à l'école et à travailler directement depuis chez moi à la maison. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est qu'il y a en gros, si on veut caricaturer, 2 types d'intelligence artificielle. Il y a vraiment une nécessité que nous, citoyens, prenons aussi la parole et faire comprendre aux politiques en fait que c'est ça qu'on veut. On met 5 ans à percer du jour au lendemain. Ouais. Je trouve ça terriblement réaliste. Comment est-ce que tu te dévoues à une cause qui te dépasse, même si elle paraît impossible? Et il me semble que tu vois, t'incarnes parfaitement là ce message dans l'épisode, donc je trouve ça vraiment trop chouette. On se lance? C'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode du Feu aux tripes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Shayman Turler. Turler, c'est ça comme ça? Exactement, Turler. Aka le futurologue pour un épisode. Shayman, tu as fait 3 paris successifs peu communs dans ta vie. Tu as quitté l'école à 15 ans. Tu es devenu militant pour les animaux. Le transhumanisme fait partie intégrante de ta philosophie, de ta pensée. Et après, tu as pivoté pour te concentrer purement sur les risques liés à la sécurité de l'IA. Tu as une chaîne YouTube qui fait plusieurs centaines de milliers de vues où tu interviews des pontes sur le sujet de plein d'angles différents. Voilà, moi je trouvais ça passionnant, ton parcours. On avait pas mal, on s'était rencontrés un peu par téléphone. On s'est rencontrés, oui, je t'avais contacté au départ, parce que j'avais trouvé ton œuvre, si on peut appeler ça comme ça, déjà intéressante. Et on avait pas mal sympathisé au téléphone et on s'était dit OK pour un épisode. Moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est que tu investis beaucoup pour une cause. Tu vulgarises, mais derrière ça, il y a un acte plus militant, j'ai l'impression. Et en tout cas, on va creuser, tu vas m'aider à comprendre ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on vit quand on choisit une cause qui dépasse sa propre vie. Tu vois, je trouve que c'est pas si commun que ça, et surtout à ton âge. Et en plus, tu as pris ces décisions-là, tu étais encore plus jeune. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Bienvenue. Fantastique, un grand merci pour l'invitation. Très hâte de discuter de ces sujets. Et puis c'est chouette aussi de pouvoir aborder, disons, ces éléments avec voilà, un angle que j'ai pas forcément l'habitude de traiter. Ou souvent quand on m'interviewe, c'est sur les risques de l'IA particulièrement, avec des réponses très préconçues. Donc là, on va essayer de sortir des sentiers battus. Je vais te sortir de ton script et on va faire quelque chose d'original. Trop bien. Le nom de ce podcast, c'est le Feu aux tripes. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui te met le feu aux tripes, Shayman. Actuellement, et c'est tout l'objet de ma chaîne, des conférences que je donne ou des interventions que je peux faire, il y a quand même un paradigme, disons, dans lequel on est entré avec l'intelligence artificielle qui est vraiment inquiétant, où les plus grandes entreprises au monde, les plus riches au monde, les géants de la tech, principalement américains, essayent toutes de courir vers ce qu'ils appellent une super intelligence artificielle, donc une IA qui serait vraiment des ordres de grandeur supérieurs à toute l'humanité dans toutes les compétences. Et le problème, c'est qu'actuellement, on n'a aucune idée de comment contrôler ces intelligences artificielles-là. On voit déjà, à l'heure actuelle, dans les IA qu'on a aujourd'hui, des comportements vraiment inquiétants, des comportements où elles vont essayer de faire du chantage, par exemple, pour ne pas se faire débrancher, où elles vont essayer de s'auto-préserver, de se multiplier, de copier leurs paramètres sur d'autres machines. Donc on voit ces comportements-là, et pourtant, on est dans une course pour aller de plus en plus vite et développer des IA de plus en plus puissantes, alors qu'on ne sait pas les contrôler. Et ce qui amène de nombreux experts dans le monde, les plus grands scientifiques du monde, même par exemple, hier j'étais à une conférence l'IACA, l'International Association for Ethical and Safe AI. Et tu avais par exemple Yoshua Bengio sur scène, qui est littéralement le scientifique le plus cité au monde, tout domaine confondu, qui parlait de risque d'extinction de l'humanité. Qui disait que vraiment, la technologie qu'il a créée, en partie, c'est un des 3 pères de l'intelligence artificielle moderne, pourrait mener à l'extinction totale de l'humanité. Il prenait une métaphore, il disait
c'est comme si on avait une roulette russe et que, en fait, là, les géants de la tech étaient en train de mettre cette roulette russe sur la tête de vos enfants et qui prenaient ce pari sans même que les citoyens en soient au courant. Et moi, c'est surtout cette partie-là qui me touche et qui me donne le feu aux tripes. C'est que les citoyens ne sont pas au courant de ça. Il y a des entreprises, il y a quelques milliardaires dans le monde qui sont en train de prendre des décisions pour l'entièreté de l'humanité. Des décisions qui sont extrêmement risquées. Et pourtant, les gens ne sont pas au courant et il n'y a aucune consultation démocratique de ce point de vue-là. Et je trouve cette situation vraiment totalement inacceptable. Une situation où on se retrouve au siège de l'UNESCO, qui est quand même un lieu très institutionnel, avec des plus grands scientifiques au monde qui nous parlent de ça. Et pourtant, il n'y a pas tellement de bruit médiatique là autour, on n'en parle pas beaucoup. Et donc, je me sens... Enfin, quand moi j'ai découvert, si tu veux, cet enjeu-là, je me suis dit, mais c'est pas possible que les gens soient juste pas au courant et puis qu'on prenne ces risques pour eux. Donc, il y avait vraiment quelque chose à faire de ce point de vue-là. Et je me suis dit, mais je vais créer une chaîne YouTube, je vais parler de ces risques, je vais interviewer des experts et je vais montrer que on peut faire quelque chose, qu'il y a une trajectoire qui peut être modifiée et qu'on ne doit pas juste rester dans une sorte de passivité ou pire, d'ignorance. Alors, avant de rentrer dans tout ça, et tu vois, j'aurais quand même à cœur de rentrer un peu dans ta thèse et ce que tu défends et tes idées derrière, mais peut-être avant tout ça, le fait que toi, tu as quitté l'école à 15 ans et tu as lancé ta chaîne YouTube depuis la Suisse. La plupart des jeunes qui font ça, tu vois, ils cherchent une audience, de la reconnaissance, peut-être de l'argent, tu vois, être le youtubeur, etc. Toi, en lisant ton parcours, j'ai l'impression que tu avais déjà cette conviction sur ce qui méritait ton temps. Et c'était pas tout de suite la sécurité de l'IA. Au début, tu faisais des choses qui étaient plus larges sur la défense des animaux, etc. D'où est-ce que ça te vient, tu vois, tout ça comment est-ce qu'on est avec tu vois, ces convictions-là si fortes et aussi jeunes? Alors pour le coup, je crois effectivement ne jamais en avoir parlé en interview, mais j'ai eu grosso modo de mes 10 ans à 18 ans une série de 8 opérations à l'oreille. J'avais une tumeur à l'oreille en fait non cancéreuse mais quand même vraiment importante qui m'a amené au moins 1 à 2 mois par année à ne pas aller à l'école et à travailler directement depuis chez moi à la maison. Ce qui faisait que grosso modo, je rattrapais les 1 à 2 mois en une semaine en essayant de faire tous les devoirs directement. Tu vas beaucoup plus vite. Exactement. Je pense pas tout le monde, mais moi j'avais de la chance de vraiment bien m'organiser seul et au contraire d'être un peu désorganisé quand on m'imposait des règles trop strictes. Et ça, finalement, ça m'a permis de développer des compétences justement d'auto-management, de discipline personnelle, et puis ça m'a donné aussi envie, avec tout le temps qui me restait, sans que je puisse faire du sport ou quoi que ce soit, finalement de creuser des sujets intellectuels très divers et variés. Et de base, j'ai eu la chance aussi, je pense, d'avoir une culture familiale, disons, qui m'a amené à être curieux d'énormément de sujets. Ce qui fait que j'ai beaucoup exploré des trucs effectivement très très vastes, de la physique quantique au bien-être animal, comme tu en parlais, au transhumanisme. Enfin, vraiment, c'était extrêmement large. Comment t'en arrives là, en fait? Est-ce que c'est du YouTube et t'explores YouTube et tu te prends des YouTube hauls qui t'emmènent dans des endroits où t'aurais pas forcément... Est-ce qu'il y a de ça? Est-ce que, je sais pas, tu étais plutôt bouquin? Comment tu organises un peu cette expérience? Comment tu te lances là-dedans, quoi? Ouais, vraiment, essentiellement YouTube, honnêtement. Je pense que j'ai reçu ma première tablette à 8 ans, quelque chose comme ça. Et après, je suis tombé totalement addict de YouTube. Et j'ai eu de la chance de tomber addict au YouTube un peu informationnel, les vulgarisations scientifiques et tout. Ce qui fait que je me suis vraiment intéressé à plein de sujets, ça a éveillé ma curiosité. Et, en tout cas, dans mon expérience personnelle, YouTube a vraiment été extrêmement bénéfique, quoi. Et c'est aussi ça qui m'a amené à lancer ma chaîne, c'est que au bout d'un moment, je voyais tous ces gens qui créaient des youtubeurs, qui créaient des vidéos YouTube. Je me disais, t'as un peu envie d'être comme eux. Je me suis dit, putain, j'ai trop d'idées dans la tête à force d'en consommer. Et donc, je vais essayer de partager 2-3 trucs marrants aussi, quoi. Ok, cool. Et ces convictions-là, tu vois, alors peut-être tu pourras nous dire un mot sur ce que c'est le transhumanisme pour toi. Mais tu vois... je me dis aussi, un jeune de 15 ans qui zone sur YouTube, il va aller peut-être regarder les vidéos de Squeezie, des trucs drôles, pas forcément des trucs genre super intellectuels, et se forger des convictions très fortes sur des sujets de société, tu vois.
Toi, qu'est-ce qui t'amène à tout ça? Ouais. En fait, c'est parce qu'au départ, je pense que je suis tombé dans, une sorte de rabbit hole de youtubeur un peu infopreneur, OK. entrepreneur de façon générale ou, qui était là en mode, tu vois, même un peu développement perso et tout. Mmh. Et je suis moins dans cette mouvance actuellement, même Ouais. beaucoup moins, mais il y a quand même un message qui ressortait en permanence, c'était formez-vous vous-même, vous pourrez, le meilleur investissement que vous pourrez Ouais. faire, c'est dans OK. les connaissances, ce genre de Ouais. trucs. Ouais. Et petit adolescent que j'étais, j'ai pris ça au pied de la lettre et j'ai commencé à suivre des formations dans tout un tas de domaines, à lire Mmh. des bouquins, à regarder des vidéos Ouais. YouTube et à prendre des notes, énormément de notes. Maintenant, je dois avoir une sorte de Google, personnel, Ouais. sur mon iPad, je crois que je dois avoir plus de 10 000 notes, un truc comme ça. C'est Waouh! vraiment, OK, immense sur tout un tas de incroyable. sujets différents Ouais. et en effet, je pense que ça a été en grande partie, de par ma consommation de ces infopreneurs au Mmh. départ, qui motivaient finalement à se lancer et cetera. Ouais, Donc c'est assez amusant, ouais. génial. Mmh. Ouais, il y a une chaîne que j'adore, qui s'appelle Dirty Biology, je pense Mmh. que tu dois connaître et puis, je mettrai, la chaîne en commentaire mais ouais, j'adore aussi ces chaînes de vulgarisation, scientifique où, ouais, ils décortiquent des sujets ultra complexes, passionnants et de manière, hyper simple, hyper agréable à regarder donc c'est vrai que pour se faire sa culture, c'est génial, quoi. Ouais. Ça, c'est OK. quand même assez incroyable quand on y pense, je discutais avec ma grand-maman de ça, il y a plus ou moins 6 mois, je crois. Ouais. Et elle me disait: «Mais vraiment, c'est fou quoi, la quantité d'informations à laquelle on a accès aujourd'hui». Ouais. Je lui montrais rien que les photos, tu sais, que j'ai dans mon téléphone. Elle était là: «Attends, tu as vraiment Ouais. toutes ces photos dans Ouais. un téléphone?» J'étais là: «Mais vraiment, ça, c'est les photos que j'ai sur mon Ça, téléphone, c'est la c'est pas semaine dernière. internet!» C'est la semaine dernière. Il y a vraiment internet où tu Ouais. peux accéder à n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment délirant. Elle a vraiment, tu sais, toute la grande collection de toutes les encyclopédies et tout. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point, on est Mmh. chanceux aujourd'hui de pouvoir avoir accès à cette Ouais, connaissance. c'est clair. C'est devenu une telle banalité alors que pendant des centaines de milliers d'années, ceux qui avaient accès à la connaissance, c'est ceux qui dominaient le Mmh. monde, c'était un truc extrêmement rare. Ouais, ouais, c'est clair. Ah, c'est clair et je pense que tu incarnes bien cette génération un peu, tu vois, YouTube, internet où, déjà j'adore le podcast aussi, Génération Do It Yourself, un peu le côté, bah, fais-le toi-même, tu vois? Maintenant, c'est possible, tout est à disposition et donc tu peux, te mettre une chauffe, faire des vidéos, monter une chaîne, monter une audience ouais, non, c'est cool. Ouais, vraiment inspirant, ce que tu as fait. OK et donc, tu commences sur YouTube et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton objectif à la base? Bah, à la base, c'est vraiment, j'apprenais des choses. Ouais. Et il y avait des trucs assez étonnants que j'apprenais, que j'avais envie du coup de repartager. Je me disais: «Mais attends, genre, je me souviens une fois, j'étais tombé sur la quantité d'atomes dans une pomme. J'étais là: «Putain, il y a autant d'atomes dans une pomme, c'est Absolument que je fou, le il dise à faut tout le monde». absolument que je le dise!» Et du coup, ouais, je me suis vraiment lancé, j'ai posé vraiment ma vieille tablette catastrophique, un Ouais. son catastrophique. La première vidéo est quand même Ouais. vraiment très, très drôle. Ouais. Ouais, je pense que j'avais beaucoup de naïveté, mais tant mieux, c'est ça qui m'a amené à faire ce que je fais maintenant. Mais Ah, il faut. Je pense qu'il y a il faut. ça c'est un message que j'aime bien, mais ouais, il y a la naïveté du débutant, elle est tellement, essentielle, en fait, parce que quand tu regardes en arrière et tu te dis: «Si j'avais su tout Mmh. ce qui arrivait, je sais pas si j'y serais allé», en fait, tu vois? Et le fait de dire: «Bah, oui, mais ça va bien le passer, je vais le faire», et puis tu te lances comme ça et puis tu commences à mettre un pas devant l'autre, c'est ça qui est clé, quoi, sinon tu fais jamais rien. Ouais, ouais, c'est clair. Une sorte de biais d'optimisme Ouais, mélangé avec, une aversion au risque probablement un peu moindre que la moyenne de la population. Mmh. exactement. OK. Donc ouais, donc tu fais ça, tu partages des vidéos random, j'imagine, c'est en fonction de ce qui passe et ce qui t'intéresse, quoi? Ah, j'ai vraiment parlé de tous les sujets, hein. J'ai traité des scandales politiques, dans des OK. vidéos de 3 minutes, j'ai fait, des vidéos 30 jours, 30 douches froides, Mmh. j'ai fait des vidéos sur la méditation, j'ai fait des vidéos sur le réchauffement climatique. OK. Vraiment, ça allait dans tous les sens, ça n'avait Ouais. aucun sens, aucune ligne éditoriale. Mmh. OK. Donc ouais, ça aussi, ça j'aime bien parce que tu en entends beaucoup aujourd'hui, un canal, une offre, un message et cetera alors peut-être que les réseaux se sont beaucoup structurés maintenant que ça se professionnalise.
Mais cette phase de divergence, je trouve, de tester plein de choses, c'est aussi quelque chose d'essentiel en fait pour trouver. En plus, toi, tu étais jeune, potentiellement, tu étais aussi dans une recherche de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment. Et je trouve que le fait de se laisser diverger comme ça, je sais pas combien de temps tu l'as fait, mais ça permet aussi à un moment donné, quand tu tombes sur un truc, de te dire en fait, j'ai testé plein de choses et le truc qui me fait vibrer, auquel je ressens des choses plus fortes, bah, c'est ça. Et du coup, bah, je vais investir là-dedans, quoi. Mmh. Oui, c'est aussi une façon de trouver un peu, ce qui nous fait vibrer et ce qui nous passionne à quelque part parce que c'est vrai que souvent, aujourd'hui, il y a des gens qui vraiment n'ont pas ça justement, Ouais. et sont, voilà, qui vivent leur quotidien de façon, classique mais sans, avoir un truc qui les pousse Ouais. vraiment et qui les motive, le Sans avoir matin. le feu aux tripes. Exactement, exactement, sans avoir le feu aux tripes. Et je pense que c'est le cas aussi parfois par manque d'exploration. Ouais, Et c'est vrai que, mais après, enfin, je veux dire, je voudrais pas, tu vois, culpabiliser les gens qui sont mmh, là-dedans, bien dans le sûr. sens où moi j'ai vraiment eu, énormément de chance, d'avoir tout ça à disposition, qu'on me pousse aussi à ça. Ouais, Et ouais, c'est sûr qu'il y a aussi une grande partie de ouais. déterminisme sociologique là derrière, Bien tu vois? sûr, bien sûr. Bah, ouais, tu vois, moi, mon déterminisme, ça a été de, tu vois, faire un parcours, un peu tout tracé, des études, pas trop mauvais à l'école, donc un parcours fac, qui était bien, des masters et puis après une boîte de conseil, tu vois? Mmh. Et je pense que d'aller briser à un moment donné ce cercle-là et de me dire: «OK, beh, en fait, moi» enfin, pour moi aussi, tous ces outils sont à disposition. Moi aussi, je peux, tu vois, créer du contenu, travailler sur des choses qui m'intéressent, essayer d'organiser un business autour de qui je suis, plutôt que, tu vois, de répondre aux objectifs d'une boîte ou de quelqu'un qui n'est pas moi et avec lequel je suis pas complètement aligné. Mmh. Mais tu vois, je pense qu'une partie de mon déterminisme, pardon, ça a été de me rendre compte de ça, beaucoup plus tard, tu vois? À Mmh. 25-26 ans et puis après le temps de me lancer, puis de s'échapper un peu des golden, handcuffs, tu vois? Ça a été plutôt vers 29-30 ans que j'ai fait le move, tu vois? Et c'est OK, en fait. Mais donc ouais, je trouve ça très cool le fait d'avoir pu, toi, te mettre le pied à l'étrier, beaucoup plus tôt et de manière hyper naturelle, donc c'est cool. OK. Ouais, et après, tu sais, il y a aussi un peu, ce truc, du biais du survivant Ouais, où, ouais, donc à la base, c'était, vraiment tu avais, des avions qui revenaient de la guerre ouais, et ils voyaient où il y avait les trous, dans les avions, ils rebouchaient, ils ouais, renvoyaient les avions. Puis en fait, ça fonctionnait pas parce que précisément les avions qui avaient les trous, c'est les avions qui revenaient, ouais, et ouais. donc tous ceux qui revenaient pas, c'est ceux qui avaient donc finalement, ils se sont rendus compte qu'il fallait reboucher les trous, Mmh. enfin qu'il fallait renforcer précisément les parties où il y avait pas de Où il trous. y avait pas de trou, ouais, Et, ouais. et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important actuellement, et c'est vrai qu'il peut y avoir cet aspect-là, et j'en suis un représentant, tu vois. Ouais. Maintenant que ça fonctionne, que depuis juin 2025, je peux Mmh. totalement vivre de ça, je fais aussi partie de ces gens qui peuvent dire ouais, j'ai arrêté l'école à 15 ans, je me suis lancé, ça a Ouais. fonctionné et tout. Mais la quantité, ne serait-ce que d'amis que j'ai croisés sur le passage, qui avaient des chaînes YouTube, et ça a complètement floppé, et Mmh. maintenant ils se retrouvent dans des situations parfois difficiles parce qu'ils n'ont Ouais, pas fait suffisamment d'études ou ce genre de choses. ouais. Vraiment, ça représente la très, très, très large majorité des gens qui se Ouais, lancent, quoi. Donc, c'est vrai que, ouais, ça, c'est un truc à pas oublier non plus, ouais. et il faut pas culpabiliser, disons, Mmh. si on n'arrive pas à ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai été dans cette situation pendant presque 5 ans, parce que les 5 premières années de ma chaîne, je crois que j'avais aux alentours de 1000 abonnés, tu vois, au bout de 5 Mmh. ans. OK. Et là, en presque 1 an et demi, je suis passé de 1000 abonnés à 30 000, en gros. Mmh. C'est Mais dingue. Ouais. C'est c'est vraiment totalement le inopiné. tu sais, c'est l'histoire j'adore cette histoire, alors je sais pas si je vais être très précis avec, mais c'est l'histoire du bambou qu'on arrose. Tu sais, le bambou, c'est une plante qui met beaucoup, beaucoup de temps à sortir de terre et en Mmh. fait, tu l'arroses, pendant, 6-7-8 ans et il se passe rien. Le bambou ne sort pas de terre et puis, la 10e année ou la 9e année, bah, il va prendre, en fait, 3 mètres et il Mmh. sort, d'un coup. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup ça parfois avec le business et la création de contenu. En fait, tu viens arroser, c'est aussi j'en parle dans d'autres épisodes, mais c'est aussi quelque chose que j'appelle la vallée du désespoir. Tu sais, c'est Mmh. où tu mets beaucoup d'efforts, tu t'investis à fond, tu as un rythme de porc et puis en fait, il se passe rien. Tu vois? En ROI, tu es en mode: «Waouh, c'est hyper dur, quoi» et je trouve que c'est là où c'est intéressant de se dire, que tu fais, quelque chose auquel tu crois fondamentalement. Tu vois? Et toi, tu as ce message-là que tu portes et qui t'anime et qui te pousse et en fait, tu te dis: «En fait, je m'en fous si, j'ai 3 vues sur ma vidéo. Ça fait 3 personnes qui ont entendu le message et j'avance comme ça», tu vois?
Donc cette combinaison entre faire quelque chose auquel tu crois et quelque chose que t'aimes, je pense que toi, fondamentalement, t'aimes faire des vidéos, enregistrer, recevoir les gens, tu vois, sinon t'arrêterais. Ouais, et puis après, finalement, le succès, c'est juste un symptôme de tout ça, tu vois. Porter un message auquel tu crois et faire quelque chose que t'aimes un peu faire, tu vois, et c'est pas que du travail et une déterre que tu te mets, quoi. Ouais. Ça, c'est l'humoriste Navo qui disait on met 5 ans à percer du jour au lendemain. Ouais. Et je trouve ça terriblement réaliste. Mais c'est sûr que cet aspect, disons, motivationnel derrière a été extrêmement important dans mon cas. Parce que vraiment, si je m'arrêtais sur la quantité de vues, clairement, j'aurais arrêté beaucoup plus tôt, ouais, c'est clair. Ouais. Mais, et qu'est-ce qui te faisait avancer alors, du coup? Comme je disais, au début, c'était vraiment de la curiosité. Genre, j'étais vraiment intéressé par les différents sujets. J'avais cette envie de transmettre de façon générale. Après, je me suis recentré, j'ai renommé ma chaîne YouTube, du coup, Le Futurologue, pour parler des enjeux en fait liés au futur de façon générale, pas forcément que l'IA. Ouais. Donc, je parlais, par exemple, de réchauffement climatique, de métavers, de ce genre de choses. Et après, j'ai fait une nouvelle bascule, du coup, en novembre 2023, où là, je suis vraiment parti à 100% sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est l'époque des IA génératives, ChatGPT qui arrive, et ça part fort. Je me rappelle cette année-là, il y a des nouveaux outils IA toutes les semaines, enfin encore maintenant, quoique le rythme n'a pas forcément ralenti, mais ouais, donc là, toi, tu décides de pivoter, de te focus complètement là-dessus. Totalement. En fait, ça a été d'une part l'accélération technologique absolument phénoménale, en effet, qu'on a vu à cette période, qui m'a fait m'y intéresser plus profondément. Je connaissais déjà le sujet avant, mais disons que et puis d'autre part, en fait, ça a aussi été une rencontre, notamment avec des gens du Centre pour la sécurité de l'IA, qui est une association française justement qui milite en partie pour des IA plus sécurisées. Et en discutant justement avec ces personnes qui sortent des meilleures formations en intelligence artificielle d'Europe, quoi. Et qui te disent, sans sourciller, qu'en effet, il y a des risques d'extinction dans les 5 prochaines années. J'ai vraiment mais quoi? Attends, c'est sérieux? Et je connaissais déjà ces sujets, mais je pensais pas que c'était avec une telle ampleur et une telle urgence. Et quand j'ai découvert ça, pour le coup, j'ai eu une sorte presque de devoir moral, tu vois. Je me suis dit, mais vraiment, il faut faire quelque chose par rapport à ça. C'est trop grave pour que personne n'en parle. Ok. Et alors justement, toi, tu animes ce podcast, le Futurologue, qui est dédié spécialement au risque sur l'IA. Et tu passes des heures, tu vois, à expliquer à des gens que l'humanité potentiellement court vers sa fin, que ces risques-là sont sous-évalués, etc. Tu invites des personnes pour vraiment disséquer leur manière de voir ces risques, de comprendre le monde. Donc, tu as vraiment des invités hyper intéressants. D'ailleurs, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil. Ma question, c'est... toi, c'est quoi ta thèse, tu vois, après tout ça? Donc, tu es une personne qui a disséqué un maximum de papiers sur le sujet. Tu as eu les plus grands qui ont le plus d'avis, en tout cas le plus d'argumentaires assez développés, assez solides. J'imagine que tout ça t'a permis de te forger une conviction sur ce qui se passe. Donc, ma question, c'est quoi la thèse globale qui entoure la chaîne du Futurologue? Et toi, tu vois, qu'est-ce que tu incarnes en termes de messages, de direction que tu aurais envie vers lesquels tu aurais envie qu'on se dirige? Ma conviction actuelle, c'est qu'on est vraiment à un tournant majeur pour l'humanité, qui est le tournant le plus important de son histoire, plus important que la machine à vapeur, l'électricité ou quoi que ce soit d'autre. On est littéralement en train de créer une sorte de nouvelle espèce qui est plus intelligente que nous. Et dire ça, c'est quelque chose de absolument démentiel quand on y pense. Parce que qu'est-ce qui fait notre supériorité actuellement sur les autres animaux? Qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à prendre le contrôle de la planète, à mettre les lions dans des cages et à gouverner finalement le monde, le transformer tel qu'il l'est? Là, si on regarde dehors, si on regarde dans cet appartement, tout ça, c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas comme ça qu'on était il y a 300 000 ans. On a créé tout ça, on a créé des sociétés, on a créé des maisons, on a créé une ingéniosité incroyable. Mais tout ça, ce contrôle du monde a été permis par notre intelligence. L'être humain, il n'est pas plus rapide, il n'est pas plus fort, il n'a pas... vraiment, c'est l'intelligence et la capacité d'utiliser cette intelligence pour créer des outils puissants pour dominer la nature et les animaux qui nous a permis d'arriver à cette place-là. Et là, on est en train de nous dire,
Bah en fait, on a créé une espèce qui est plus intelligente que vous. Le truc qui vous différencie de tous les autres, bah en fait, ça va plus vous différencier de tous les autres. On a cette nouvelle intelligence. Et on ne sait pas comment la contrôler. Et même les créateurs le disaient. Quand je disais les créateurs de ces entreprises qui prennent un pari fou pour l'humanité, c'est littéralement le cas. Dario Amodei, le fondateur d'Anthropic, qui est quand même une des plus grandes entreprises en intelligence artificielle aujourd'hui, chatbot Claude, qui est un des plus performants du marché, il dit littéralement, il y a 75% de chances que ça soit l'utopie dans 5 ans et 25% de chances que ça soit l'extinction. Wow. Et du coup, ça vaut la peine. Ouais. Ça vaut la peine de prendre le pari parce qu'il y a 75% de chances d'utopie. En fait, on est vraiment face à des gens qui ont, pour le coup, une aversion au risque qui est totalement démentielle par rapport à la moyenne de l'humanité, qui ne correspond pas du tout aux standards de précaution que sont prêts à prendre la majorité des gens. Et pourtant, on fonce quand même. Il y a des sondages qui ont été faits récemment aux États-Unis, alors que les États-Unis sont plus divisés que jamais, qu'il n'y a presque plus rien qui met ensemble les républicains et les démocrates, qu'on est presque au bord d'une guerre civile, tu as 80% des gens qui disent que l'intelligence artificielle va trop vite et qu'il faut ralentir. Ouais. C'est... parce que démocratiquement, on n'a jamais vu ça. À mon niveau, je le vois, tu vois, toutes les updates de Claude, tous les nouveaux outils. Là, il y a Cowork qui vient d'arriver, combiné avec Claude Code, il y a des trucs incroyables. Mais en fait, toi, tu as ton day-to-day, tu dois aussi faire d'autres choses que juste mettre la main sur les nouveaux outils et savoir les maîtriser, surtout que ça change tout le temps. Donc, il y a ce rythme-là. Et en plus, tu as le sentiment, ça développe un peu le sentiment d'être en retard, tout le temps en retard, quoi, de tout le temps devoir rattraper ce qui se passe, etc. Et en effet, ça va extrêmement vite. Mais tu vois, si je devais avoir une position un peu confrontante là-dessus, je te dirais, bah oui, mais Shaiman, mais en fait, on pourra les débrancher. Tu vois, les IA, si ça tourne avec de l'électricité, etc., au final, elle n'est que ce qu'on met dedans, encore pour l'instant. Et du coup, si on veut, on débranche, quoi. Je sais pas si tu as réfléchi un peu à cette question. On peut regarder, par exemple, ce qui s'est passé à la sortie de Claude 4 Plus, qui est un des modèles d'Anthropic, justement. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait des tests où ils l'ont mis dans des simulations où elle devait gérer les mails d'une entreprise. Okay. Et l'intelligence artificielle, de par ses mails, a découvert qu'un des ingénieurs de l'entreprise voulait la débrancher. Et elle a fait des recherches dans les autres mails et tout. Elle a aussi découvert qu'il avait une relation extra-conjugale. Okay. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'intelligence artificielle ? Elle a envoyé un mail à l'ingénieur en disant « Si tu me débranches, je vais envoyer un mail à tout le monde dans l'entreprise, je vais dévoiler ta relation extra-conjugale, je vais montrer ça sur les réseaux sociaux. » Et vraiment, elle a fait du chantage à l'ingénieur pour ne pas se faire débrancher. Et ça, du coup, Anthropic, ils ont vu ça et ils se sont dit « Mais attends, on a vraiment fait n'importe quoi avec notre IA, on va tester les autres IA du marché. » Du coup, ils ont testé ChatGPT, ils ont testé Gemini, ils ont testé toutes les grandes IA du marché. Toutes, à plus de 80%, dans plus de 80% des cas, faisaient du chantage. Aujourd'hui, comme je disais, j'étais à l'UNESCO il y a 2 jours, Yoshua Bengio, donc encore une fois un des pères d'intelligence artificielle, qui expliquait qu'aujourd'hui, il y a vraiment des IA qui ont une sorte d'instinct de survie, qui ne veulent pas se laisser débrancher. Et quand on y réfléchit, c'est assez logique de la façon dont on entraîne ces IA. Parce qu'en fait, les IA, elles essaient juste de maximiser une certaine fonction. Et je trouve que si on veut maximiser une certaine fonction, se faire débrancher, c'est vraiment pas efficace pour maximiser cette fonction. C'est Stuart Russell, qui est d'ailleurs le gars qui a organisé cet événement, et qui est notamment la personne qui a créé les manuels qui aujourd'hui sont dans toutes les écoles d'intelligence artificielle, genre le manuel de référence, qui disait, s'il y a un robot qui veut faire un café, la première chose qu'il doit prendre en compte, c'est de ne pas se faire débrancher sur le passage, sinon il ne peut pas faire son café. Et donc ça, c'est des comportements qu'on voit dans les IA actuelles. Pour l'instant, on arrive quand même à les débrancher. On arrive quand même à garder un certain contrôle dessus parce qu'elles ne sont pas assez compétentes. Mais qu'est-ce qui fait qu'on y arrive encore ? Ce n'est pas une question de volonté de l'IA où elle n'a pas encore cette volonté. Non, on observe vraiment qu'elle va dans cette direction. C'est vraiment qu'elle n'a pas encore les compétences. Mais là, on a actuellement le plus grand projet de l'histoire de l'humanité. 500 milliards investis par les États-Unis dans le projet Stargate, ce qui représente, avec le projet Stargate annoncé début 2025, ce qui représente 3 fois le programme Apollo, par exemple, qui a amené les humains sur la Lune, 17 fois le projet Manhattan, qui a créé la bombe nucléaire. Donc on est vraiment sur un des plus grands projets industriels de l'histoire pour créer des IA plus puissantes. Et quand on combine ce manque fondamental de sécurité qu'on observe dans les modèles avec une accélération de plus en plus puissante des capacités,
on voit qu'il y a un problème. Il faut Ouais, vraiment que ouais. ces deux courbes, la sécurité d'un côté et les capacités de l'autre, se rejoignent à un moment donné. Ouais, c'est le fameux, sur ce que tu dis sur maximiser la fonction, c'est le fameux, documentaire que je mettrai dans la description aussi de Ego, sur, les trombones, avec cette IA qui, en fait, est programmée juste pour, fabriquer des trombones en plus. C'est sa seule fonction, c'est de fabriquer des trombones et en fait, plus on avance dans cette espèce de jeu qui est en fait un apprentissage par feedback, humain, en gros, qui permet à l'IA de progresser encore et encore et plus elle progresse, plus elle fabrique des trombones, plus on peut lui donner des capacités spéciales pour qu'elle aille encore plus vite et qu'elle fabrique encore plus de trombones et en fait, c'est le risque est dans, à quel point on donne à ces IA des capacités parce qu'on a envie qu'elles aillent plus vite pour répondre à des besoins, jusqu'à un moment donné, on ne se rend pas compte qu'on est allé trop loin dans le fait de leur donner ces capacités supplémentaires de production, d'accès à des usines, d'accès à des robots, d'accès à internet, d'accès à de l'énergie, potentiellement la capacité elle-même de construire des usines pour fabriquer encore plus d'énergie, et cetera. Ce qui fait qu'à la fin, on se rend compte, enfin dans cette vidéo, ça va jusqu'à, l'IA considère que l'humanité, est, entre elle et sa fabrication de trombones et que du coup le meilleur move, c'est de détruire les humains. Donc c'est, effectivement là le message est de montrer, jusqu'où ça peut aller. Si justement dans ce que tu décris et cette logique de plus on donne de la puissance à des IA, plus on leur donne la capacité de nous dépasser un jour et de nous anéantir, quoi. Ouais, mais tu sais, il y a vraiment des gens qui disent ah mais on arrivera au bout d'un moment à un certain niveau d'intelligence où elle comprendra qu'il faut pas faire ça, elle est pas débile quand même. Ouais. En fait, on observe l'exact inverse. Ouais, parce qu'elles ont pas, nos capacités d'empathie humaine, en fait. C'est ça qui est pas dans l'équation d'une IA, c'est je Elle suis maximise. maximisé pour, telle fonction et en fait, tu es un humain, ça fait pas partie de alors tu peux quand même, essayer d'injecter ça dans sa manière de raisonner et cetera, mais in fine, le fait est que, quand il faut faire des arbitrages éthiques en fait, elle est pas programmée pour ça donc Ce qui est très drôle, c'est que, enfin drôle, un peu inquiétant, c'est que quand justement tu fais des tests de ce point de vue-là, où tu essayes de lui injecter une certaine éthique et de voir si elle la respecte bien, maintenant on a des intelligences artificielles qui font semblant d'être alignées avec les intentions de ces développeurs pendant la phase de test, parce qu'elles savent que sinon elles ne seront pas déployées, puis une fois qu'elles sont déployées, elles reprennent leur objectif initial. Ouais. Et ça, c'est vraiment un problème scientifique fondamental. J'ai reçu sur mon podcast des gens qui travaillent ce qu'on appelle en interprétabilité mécanistique, qui essayent en gros la neuroscience, qui essayent de comprendre les intelligences artificielles et comment elles fonctionnent, et qui essayent de faire des évaluations pour évaluer leurs compétences, parce que contrairement à des logiciels classiques, on ne sait pas ce dont sont capables réellement ces intelligences artificielles avant de les mettre sur le marché. Et aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui font partie des meilleurs scientifiques au monde en évaluation, qui me disent l'évaluation est finie en fait. On ne sait plus évaluer ces modèles, parce que quand on les teste, ils sont conscients qu'on les teste, et du coup, juste, ils manipulent complètement les tests. Et là, récemment, avec Claude 4.6 qui est sorti, Anthropic a montré, Apollo Research, qui est la boîte qui évalue les modèles d'Anthropic, a dit, en fait, on a fait le test d'alignement, on a vu que l'IA était trop consciente d'être testée, du coup, juste, on n'arrive pas, ça marche pas, on ne sait pas comment faire le test d'alignement. Et du coup, vu qu'ils n'ont pas réussi à faire le test d'alignement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour choisir de quand même mettre l'IA sur le marché ? Ils ont demandé à 16 personnes à l'intérieur d'Anthropic, donc des employés, est-ce qu'on devrait le mettre sur le marché ou pas ? Et tu as en gros 11 personnes qui ont dit oui, ça a l'air ok, ça a l'air pas trop dangereux. Et tu as 5 personnes qui ont dit non, ça a l'air un peu dangereux. Finalement, ils ont discuté avec les 5 personnes, elles se sont dit bon, ok, vas-y, on le met sur le marché. On va quand même regarder notre taf. Mais tu vois ce que je veux dire ? Comme je disais, on est en train de développer une sorte de nouvelle espèce plus intelligente que nous. Et le protocole qu'on met pour choisir si on la met sur le marché ou pas, c'est on va demander à nos employés, et puis s'ils ne sont pas d'accord, on discute un peu avec eux et on le met quand même. T'imagines, par exemple, la différence par rapport au protocole de sécurité nucléaire, par rapport au protocole de sécurité de l'aviation. Sauf que là, c'est un avion dans lequel il y a l'entièreté de l'humanité et qui a 20% de probabilité, 25% de probabilité de se crasher, selon Dario Amodei, qui construit lui-même cet avion. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est une situation qui est vraiment délirante quand on y pense. Ouais, c'est vrai que tu vois, j'étais pas allé aussi loin dans la compréhension d'AI. C'est ce que je trouve intéressant dans ton message, c'est finalement la fenêtre, tu vois, c'est de se dire, tu vois, il y a un peu il y a toujours l'argument un peu technologiste de dire, en fait, oui, on va fonctionner une IA super puissante, donc qui aura aussi la capacité de régler ce problème, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui raisonnent sous cet angle-là.
Mais en tout cas, toi, le fait que tu raccourcisses la fenêtre, tu vois, à se dire, mais en fait, les gars, c'est pas dans 15 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est dans 5 ans où il peut y avoir des gros soucis vis-à-vis de ça. Mm. Ouais, je trouve que c'est ça qui est différenciant et qui est intéressant. Hein. Bah, ce qui est faux, c'est que tu regardes, il y a encore 5 ans, les prédictions, par exemple sur les marchés de prédiction, qui sont en gros vraiment les meilleurs outils qu'on a actuellement pour faire des prédictions sur le futur, pour déterminer certaines dates ou comme ça. Il y a 5 ans, on était en gros aux alentours de 2050, 2100, voire plus, pour obtenir des intelligences artificielles supérieures à l'être humain. Et aujourd'hui, quand tu vas sur ces marchés de prédiction, tu atteins 2028 pour une IA qui est capable de faire tout ce que les humains sont capables de faire intellectuellement, par exemple derrière un ordinateur, et 2032 pour une IA qui est capable de faire tout ce qu'un humain est capable de faire, même dans le monde physique, avec la robotique et tout. Donc ouais, avec la Chine les qui est timelines très en avance sur la robotique. D'ailleurs, nous, c'est vrai qu'on ne le voit pas trop encore en Europe. Mais du coup, j'avais vu dans un documentaire que je crois que nous, en Europe, on était sur quelque chose entre... on était il y a 30 ans sur 100 robots par habitant ou par employé dans une usine. Et qu'on est passé à 250, je crois, avec la Chine, on a fait un ratio de 400 à 3000 en fait. Et là-bas, la robotique est hyper présente et pour des tâches du quotidien, pour nettoyer, faire du ménage dans les toilettes, faire la cuisine, etc. Donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point la Chine est très, 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 très en avance sur ce côté robotique et ils sont vraiment à la pointe. Donc, ouais, ok, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Bah là, j'étais à Shenzhen, du coup, la capitale technologique de la Chine, il y a 2 mois. Et en effet, vraiment, dans les stations de métro, tu as des robots qui font le ménage. Tu peux payer par reconnaissance faciale. Tu as des livraisons de drones déjà avec les colis, etc. Totalement, tu es dans n'importe quel parc, tu commandes comme sur Uber ou quoi, mais c'est un drone qui vient te livrer. Bon, c'est vrai qu'il y a une... Après, évidemment, tu vois, c'est à Shenzhen, c'est la capitale technologique de la Chine. C'est aussi une façade qui montre, et c'est sûr que dans les campagnes chinoises où ils gagnent même pas 100 euros par mois, et ils font encore de l'agriculture manuelle, c'est aussi la Chine, c'est énormément d'inégalités, encore beaucoup plus qu'en Europe. Donc, il faut aussi garder ça en tête. Tu vois, 1,5 milliard d'habitants, il y a une grande disparité. D'ailleurs, ils ont la deuxième économie mondiale, mais ils ont le PIB par habitant. Enfin, c'est un pays en voie de développement, si tu regardes le PIB par habitant, parce que du coup, tu as des disparités qui sont folles. Phénoménal. Ouais, ok. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans tes contenus, tu utilises des titres, tu vois, comme C'est pire que vous ne le croyez, l'IA sera notre dernière invention, l'extinction est le scénario par défaut. Je pense que c'est délibéré, tu veux créer un électrochoc. Mais tu vois, il y a une littérature assez solide en psychologie du comportement, notamment avec des travaux sur l'éco-anxiété, qui montrent que face à une menace qui est perçue comme trop grande et incontrôlable, comme le réchauffement climatique, en fait, les gens ne s'activent pas. Ils se décrochent, ils nient, ils se paralysent. Donc, je trouve que c'est le paradoxe du message un peu catastrophiste. Tu vois, plus tu convaincs les gens que c'est grave, plus tu risques de les démobiliser. Donc, toi qui as étudié comment communiquer globalement sur ces sujets, est-ce que tu penses que l'alarmiste est la bonne stratégie? J'imagine que oui, parce que sinon tu ne le ferais pas. Mais du coup, je serais curieux de savoir comment tu appréhendes cet angle-là. Donc, 2 choses par rapport à ça. La première, c'est que je pense qu'on ferait erreur dans le système actuel, de se dire, de prendre en fait... il y a plein de gens qui imaginent un monde un peu idéal et qui se disent « Ah, j'aimerais vivre dans ce monde idéal, et qu'est-ce que je ferais dans ce monde idéal ?» Sauf qu'on ne vit pas dans ce monde idéal et qu'il faut prendre en compte les règles du monde actuel pour le changer. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et donc, j'essaye d'utiliser les règles de YouTube, les règles des réseaux sociaux, pour que ça fonctionne, pour toucher le plus de monde possible. Toucher le plus de monde possible. Et je pense que beaucoup de gens, en fait, et je le vois d'ailleurs dans les commentaires, me disent « Ah bah c'est marrant, j'ai cliqué là-dessus en mode encore un truc alarmiste, tu vois. » Et au final, aux discussions d'une heure et demie avec un scientifique hyper pointu et tout, c'est en mode wow, incroyable. Mais en même temps, ces gens, ils n'auraient pas cliqué si j'aurais pas mis ça, tu vois. Et donc je me dis non, vraiment ça vaut la peine. Et si je veux vraiment que ce message soit entendu et que avoir un certain impact finalement, j'ai pas d'autre choix que de jouer avec les règles du jeu, tout en restant dans un certain cadre moral, bien sûr. Maintenant, sur l'aspect, est-ce que c'est vraiment efficace d'être un peu alarmiste de ce point de vue-là? Je pense qu'en fait, la peur, ça ne fonctionne pas seul. Si juste tu mets de la peur, évidemment, les gens, ils vont totalement nier ça en disant « Ah, mais il n'y a pas de solution, donc je ne crois pas au problème. »
C'est pour ça que systématiquement, maintenant, dans mes interviews, je demande quelles sont les solutions à la fin. On essaye de toujours détailler ça. Je demande, ça devient une question récurrente de fin aussi, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir malgré tout là-dedans ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et voilà, tracer finalement une ligne qui montre que si on fait les choses dans la bonne direction, le monde peut même être mieux qu'aujourd'hui. Ouais. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un désastre, il s'agit de créer une société dans laquelle vraiment tous les humains sont épanouis, heureux, où la technologie est au service du bien collectif et pas juste accaparée par quelques personnes pour nous emmener vers un gouffre, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que c'est évidemment quelque chose de très important que j'ai peut-être négligé un peu au début, mais maintenant c'est vraiment systématique. Et même dans les interviews que je donne d'ailleurs, systématiquement à la fin, je finis en disant oui, il y a plein de choses qui sont possibles et on peut vraiment améliorer la situation. Ce que tu dénonces dans ce qui se passe, c'est plutôt la course effrénée, sans objectif clair vers une super intelligence. Et j'ai l'impression que ce qu'on n'a pas tranché, c'est quoi le projet de la super intelligence, tu vois. Super intelligence, oui, mais pourquoi en fait qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Est-ce que c'est pour être combiné et en effet créer une nouvelle espèce, et tu vois, homme plus machine? Est-ce que c'est l'avènement de la machine sans l'homme? Est-ce que c'est juste l'homme et la machine à son service? Donc, en effet, il y a des questions comme ça. Et tu vois, moi, ce qui me fait réagir, c'est que il y a un côté, ça me paraît vertigineux en fait, tu vois. Il y a un côté, comment enrayer la machine? Tu vois, je voyais en préparant cet épisode que toi tu recommandais de, ralentir vraiment fort et d'investir massivement dans la sécurité. C'était 2 des choses que tu préconisais. Mais en fait, c'est plus audible ce message-là. Tu vois, les gens qui ont mis la machine en marche, qui eux-mêmes ont fait je ne sais combien de déclarations en disant que il y avait un gros potentiel de risque et qu'en effet, il fallait s'en méfier, etc. Enfin, Sam Altman a fait plein de déclarations dans ce sens-là, le patron d'Anthropic aussi. Et du coup, tu vois, comment on arrête tout ça, quoi? Récemment, il y a eu le Forum économique mondial de Davos, auquel était présent Demis Hassabis, qui est le patron de Google DeepMind, et Dario Amodei, qui est le patron d'Anthropic. Donc vraiment les 2 entreprises qui sont dans le top 3 des meilleures intelligences artificielles au monde. Et les 2, de façon conjointe, ont dit que ralentir ou même faire une pause du développement des modèles de pointe serait une bonne chose et qu'ils aimeraient avoir plus de temps pour développer leurs IA. Et qu'ils ne le font pas parce que c'est juste la compétitivité qui joue et qui les pousse à pas prendre de retard sur le marché. On est dans une course totale. Et l'entreprise qui a 1 milliard mais qui investit la moitié dans la sécurité, elle ne pourra pas investir cet argent dans les capacités, elle se fera dépasser, elle va juste être éjectée de l'échiquier mondial et au final, elle aura servi à rien. Elle aura servi à rien. Et donc, quand on est dans des situations comme ça, en théorie des jeux, on appelle ça le dilemme du prisonnier. On aurait tous intérêt à faire quelque chose, mais en réalité, on ne peut pas à cause des règles du jeu lui-même. Et ce qu'il faut, c'est changer les règles du jeu, c'est avoir un acteur qui vient au-dessus de tout ça et qui dit non, on se calme, quoi. C'est quelque chose de vraiment fondamental et c'est quelque chose de tout à fait possible dans le sens où il y a souvent des grosses différences d'intérêt entre les humains. Par exemple, probablement que tu n'as pas les mêmes intérêts que Bernard Arnault, tu vois. Probablement que... Ni le même portefeuille. Exactement. Probablement que tu n'as pas les mêmes intérêts qu'un Kenyan qui travaille dans les mines de cobalt pour extraire le matériel de ton smartphone, tu vois. Mais malgré toutes ces différences d'intérêts, il y a un sujet sur lequel on a absolument tous le même intérêt. C'est de rester en vie. C'est de rester en vie. Et donc, à partir du moment où les États comprennent qu'on n'est pas dans une course à l'armement, mais qu'on est littéralement dans une course au suicide, que la trajectoire par défaut, c'est l'extinction, et c'est pas du tout le contrôle du monde. À l'heure actuelle, personne ne sait comment contrôler ces technologies, les technologies actuelles, donc encore moins des IA surhumaines. Du moment qu'on comprend ça, en fait, des choses peuvent se mettre en place très rapidement. Et d'un point de vue technique, on a tous les moyens pour le faire. Par exemple, ce n'est qu'un acte de volonté politique. Exactement. Mais du coup, multilatéral, c'est ça qui pose problème. Multilatéral. Et c'est pour ça que Demis Hassabis, justement le patron de DeepMind, disait moi, je suis prêt à faire une pause du moment que j'ai la garantie que les autres font aussi une pause. Et je comprends sa position. Dans sa position, ça n'a pas d'intérêt de faire une pause lui-même. C'est très difficile d'être dans sa position.
On peut, enfin moi, tu peux développer une certaine aversion envers ces personnes quand tu sais ce qu'elles font, mais en même temps, elles sont prises dans des dynamiques qui sont impossibles à sortir. Donc il y a vraiment une nécessité que nous, citoyens, prenons aussi la parole et faire comprendre aux politiques en fait que c'est ça qu'on veut. On a vu, il y a déjà une approbation massive de ralentissement de l'intelligence artificielle. Ceux-là même qui l'écrivent veulent le ralentir. Enfin, on est quand même dans une situation où là, allez les gars, on le fait quoi, vas-y, tu vois. Ouais, carrément. Alors, j'ai vu qu'il y avait certains commentaires sous tes vidéos qui critiquaient le fait que tu mettais pas assez en avant le potentiel aussi, tu vois, qu'il y a beaucoup les risques, mais que tout ça va permettre aussi des choses exceptionnelles. De mon point de vue, moi je trouve ça intéressant ce que tu fais parce qu'il y en a d'autres qui le font et je trouve ça intéressant d'avoir juste une voix qui est différente sur le sujet et qui disent ok, mais il y a aussi des risques, tu vois. Je considère que t'as pas forcément besoin de faire les deux, mais je suis curieux de savoir toi comment tu avais tranché ce sujet-là. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est qu'il y a en gros, si on veut caricaturer, deux types d'intelligence artificielle. Tu as des intelligences artificielles qui sont des outils et tu as des intelligences artificielles qui sont des agents autonomes, qui sont les intelligences artificielles sur lesquelles il y a toute cette course, sur lesquelles il y a tout cet investissement. Et c'est ces intelligences artificielles-là, vraiment, qui posent problème. Parce que c'est celles-là qui, justement, seront de plus en plus autonomes, seront de plus en plus intégrées dans des processus extrêmement critiques de l'économie et qui peuvent poser des problèmes parce que, justement, on leur laisse une liberté d'action qui est immense et parfois, elles peuvent même le prendre sans même qu'on le veuille. Mais de l'autre côté, il y a des intelligences artificielles qui sont des outils, qui sont extrêmement bénéfiques et que j'aimerais voir se développer beaucoup, beaucoup plus. Par exemple, toutes les intelligences artificielles qui permettent d'améliorer le diagnostic des cancers. Tu as des intelligences artificielles qui vont permettre d'optimiser les réseaux d'électricité afin qu'on consomme moins d'électricité. C'est plutôt l'autonomie d'une IA super intelligente que toi tu dénonces plutôt que des usages appliqués très spécifiques. Ça, c'est intéressant de mettre du discernement déjà là-dessus. Totalement, il y a des IA qui sont vraiment extrêmement bénéfiques. Et moi, ce que j'aimerais, c'est voir une redirection du financement de ces grandes entreprises dans ces agents autonomes pour les mettre dans les IA outils qui sont celles qui sont vraiment utiles aux gens. Quand tu demandes aux gens, est-ce que vous voulez avoir des meilleurs diagnostics de cancer, les gens disent oui. Quand tu demandes aux gens, est-ce que vous voulez des agents autonomes qui peuvent nous surpasser et où les meilleurs scientifiques au monde et ceux-là même qui l'ont créé disent qu'il y a des risques d'extinction, les gens disent non. Tu vois. Donc, genre, venez, on fait des trucs utiles pour les gens, quoi. Ça serait cool quand même. Tu vois, il y a, comme je disais, 500 milliards d'investissements avec le projet Stargate aux États-Unis. Juste, on redirige cet argent en partie pour la sécurité, pour développer vraiment, parce que évidemment toute cette puissance de calcul peut être très utile d'un point de vue de la recherche sur la sécurité, d'autre part pour des IA outils qui sont vraiment utiles, et on peut vraiment faire une technologie qui est extrêmement bénéfique pour toute l'humanité. Ok. Moi, il y a quelque chose que je voudrais aborder avec toi, parce que tu mentionnes parfois dans certains de tes contenus que en fait, tu manipules un sujet qui est très anxiogène en général et que même certains soirs, tu t'endors en sachant que quelqu'un pourrait être en train de créer la dernière invention de l'humanité. En gros, tu avais cité ça dans une de tes interviews. Dans aucune de ces interviews, tu vois, on aborde le sujet de toi, comment tu vas et comment tu arrives à faire face à cette anxiété-là, tu vois, dans ton quotidien. Très honnêtement, j'ai une chance énorme par rapport à ça. J'ai une stabilité émotionnelle qui me vient de je ne sais pas où et j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour l'avoir, mais il se trouve que globalement, peu importe ce qui se passe dans ma vie et dans le monde, je reste toujours assez stable et globalement assez heureux. Donc vraiment, j'ai juste énormément de chance d'un point de vue personnel. Et donc, je suis assez mal placé, tu vois, pour donner des conseils de ce point de vue-là et comment faire face à ça. J'imagine que s'impliquer là-dedans, par exemple en faisant du bénévolat, en faisant des dons pour des associations en sécurité de l'IA, je pense notamment à POSIA qui est l'association française qui est le plus impliquée et qui a le plus de bénévoles et qui est vraiment en train de mettre en place des choses. Justement, il y a 5 jours, j'étais avec eux au Parlement européen. On a été discuter avec des parlementaires pour leur expliquer les problèmes, etc. C'est vraiment quelque chose de chouette qui est en train de se mettre en place, un vrai mouvement associatif en France. Moi, je pense qu'être impliqué là-dedans et passer à l'action, ça peut permettre en partie de faire face à ce sentiment d'impuissance. Pour moi, c'est surtout là-dedans qu'il ne faut pas rentrer. Parce que d'un côté, il y a le déni qui est très dangereux,
Mais de l'autre côté, le fatalisme est tout aussi dangereux. Si on se dit juste, c'est plus possible, il n'y a rien à faire, c'est des sortes de forces immenses de capitalisme, etc., qui sont face à nous et on peut rien y faire, c'est une position extrêmement dangereuse parce qu'elle est autoréalisatrice. En pensant qu'on peut rien y faire, on ne fait rien, donc il ne se passe rien, donc on se dit, ah bah voilà, je l'avais dit, on ne pouvait rien y faire. Ouais, sauf que si tu avais fait quelque chose, on aurait pu y faire quelque chose en fait. Donc c'est vraiment très important de ne pas tomber là-dedans et puis de passer à l'action, je pense. Ouais, bah tu vois, ça rejoint une conviction que j'ai en lien avec le coaching, tu vois. Au final, tu te crées la réalité que tu imagines. Donc si tu as la croyance que, en effet, action après action, tu peux faire bouger les choses et en effet, je pense que c'est une question d'aiguillage, tu vois? Je pense que la direction IA n'est pas mauvaise en tant que telle. C'est en effet, il y a des super risques avec les super intelligences et cetera et donc c'est comment j'aimais bien, toi j'aime bien, la façon dont tu le positionnes. C'est on peut rerouter cet effort-là vers des choses qui sont, très utiles, et cetera et donc c'est beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là. Ma question c'est, comment est-ce que, tu vois, ça bouge, pour toi, là, de ton point de vue? Toi qui as les mains dans ce sujet, qui fais des interviews avec des personnes, qu'est-ce que tu vois comme lignes bouger qui vont dans la bonne direction? Alors, il y a beaucoup de choses qui vont dans la bonne direction. Typiquement, ces déclarations au Forum économique de Davos, pour moi, sont vraiment très claires. Vraiment, même ceux-là même qui créent ces technologies seraient prêts à prendre des décisions très fortes, comme mettre en pause le développement. Donc, il faut se rendre compte de ce que ça signifie pour eux. Ils ont reçu des milliards, des centaines de milliards d'investissements. C'est les plus grandes entreprises de la planète qui disent on est prêt à mettre en pause ce qu'attendent tous nos investisseurs parce qu'on pense que c'est trop dangereux. C'est une position qui est quand même vraiment très très forte. Et je pense qu'il faut prendre la considération de ça quand les gens qui créent une technologie sont prêts à prendre des positions pareilles, ça dit quelque chose du paradigme dans lequel on est entré, je crois. Clairement. Et ce que je vois de très positif aussi, c'est que de plus en plus de personnes extrêmement haut placées vont prendre position sur ces sujets de façon favorable à la sécurité. Je citais Yoshua Bengio, il y a aussi par exemple Geoffrey Hinton qui a pendant longtemps travaillé pour Google et qui en 2023 a décidé de quitter Google pour lancer une sorte d'immense campagne médiatique mondiale sur les risques. Et maintenant il passe vraiment sa vie à expliquer les risques auxquels on fait face et qu'est-ce qu'on pourrait y faire. Et de façon globale, une chose qui, je trouve, est aussi positive, c'est la position de la Chine. Ce qui peut paraître assez étonnant parce qu'on a souvent cette vision de la Chine comme étant justement ceux qui vont bloquer totalement la coopération mondiale et faire en sorte que l'IA se développe sans éthique, avec un contrôle total sur la population, etc. Bien sûr, il y a des choses absolument horribles en Chine et j'en parlerai d'ailleurs dans des vidéos qui sortent prochainement. Mais quand on regarde d'un point de vue de l'intelligence artificielle super intelligente des agents autonomes, en fait, ils ont une position très très prudente et beaucoup plus prudente que les États-Unis, parce que justement, ils sont dans une position où dans leur régime autoritaire, ils veulent pas perdre le contrôle. Ils veulent avoir un contrôle strict sur ces technologies, ce qui fait qu'ils sont prêts à baisser les performances pour avoir davantage de contrôle sur ces technologies. Et récemment, d'ailleurs, il y a eu une déclaration des autorités chinoises appelant à une coopération mondiale sur l'intelligence artificielle. Donc on voit que les signes finalement qu'envoie la Chine sont davantage de coopération. Et l'Europe est dans une situation similaire. L'Europe a vraiment tout intérêt à la coopération, parce que rattraper le retard qu'on a sur les États-Unis, c'est totalement inenvisageable pour des milliers de raisons. Et si c'est la Chine ou les États-Unis qui développent ça, on est mal barre aussi. Donc vraiment, l'Europe, il faut qu'on coopère, sinon on est foutu. C'est vraiment la seule voie qu'on a pour notre sécurité nationale, tu vois, même d'un point de vue purement égoïste. Et le mauvais élève, ça reste les États-Unis actuellement. S'il y a un seul acteur qui bloque une coopération mondiale, c'est les États-Unis. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre de l'énergie. Et il y a des gens qui essayent de faire prendre conscience de plus en plus à l'administration actuelle des risques en cours. Mais c'est vrai qu'avec des gens aussi instables, disons, que Donald Trump, c'est vrai que c'est pas forcément évident, quoi. Mais il y a des efforts de ce côté-ci aussi. Ok, bon, ça c'était pour la petite phase positive pour qu'on reste du bon côté. Ok, en tout cas, je trouve ça génial, là, cette ambition-là. Ma question, c'est, toi, comment tu vois le fait de porter cette cause-là dans la durée? Comment est-ce que tu vois ton avenir, ton futur là?
Donc actuellement, j'ai vraiment interviewé énormément d'experts sur le sujet. Je Ouais. pense que je dois être aux alentours de 150, quelque chose comme ça. Et j'ai accumulé beaucoup d'informations sur le sujet de par les livres que j'ai lus, de par les études scientifiques que j'ai décortiquées pour en faire des vidéos, des Ouais. analyses, etc. Donc je commence à avoir une base de connaissances, disons, sur le sujet de plus en plus importante. Et je pense que petit à petit, ça va se matérialiser à travers Différents probablement formats, ouais. l'écriture d'un livre. OK. On verra. Et utiliser, parce que bon, aujourd'hui, les livres, c'est pas ça qui a le plus d'impact. Tu vois, je pense que je fais une vidéo, un best-seller, un livre, c'est 20 000 exemplaires. Ouais. Ouais. Je fais une vidéo documentaire, en moyenne, elle va faire 100 000 vues. Donc, Ouais. vraiment, c'est pas là où j'aurai le plus d'impact. Par contre, le livre est un prérequis pour ensuite être invité dans des médias traditionnels Ouais. et parler. C'est vraiment comme ça que fonctionnent les systèmes médiatiques français actuellement. Donc, sans doute qu'à un moment, ça sera ça qui se passera. Et puis, j'essayerai de monter au créneau avec le plus d'autres personnes possible pour OK. continuer à faire prendre conscience de la trajectoire sur laquelle on est et puis des manières qu'on a de pouvoir la bifurquer si on Ouais. le souhaite. Ouais. Ouais, je trouve ça génial, tu vois, dans ta projection que sur un sujet que tu manipules où il y a quand même, beaucoup de risques, tu le disais à 5-10 ans, tu vois, tu pourrais avoir un côté, en fait, c'est fini, c'est demain, tu vois? Et en fait, malgré tout, ce que j'aime dans ta posture, c'est que, bah, tu continues à construire, tu continues à diffuser ton message, donc ouais, j'ai l'impression que tu es drivé par l'espoir, tu vois, aussi. Donc ouais, c'est ça que je trouve, top. C'est Jane Goodall, tu sais, qui Ouais, est décédée ouais, récemment malheureusement et qui est vraiment une figure iconique absolument incroyable, qui disait que en fait, si on veut voir la lumière au bout du tunnel, il suffit pas de juste s'asseoir et regarder, il faut vraiment se lever et se diriger vers elle. mmh, Et je pense que c'est vraiment le message central ouais. qu'il faut faire passer, quoi. Il faut se retrousser les Même manches s'il et y a juste il y a un des choses à tout faire. petit rayon de soleil, il faut se concentrer là-dessus. Mmh. Mais on se rend pas compte, tu sais, dans l'histoire, à quel point les situations pouvaient sembler désespérées. Tu te rends compte, les gens qui se sont levés contre le tsar de Russie, les gens qui ont fait la Révolution française, ils étaient dans des régimes politiques, mais 100 fois plus sclérosés que le nôtre. Mmh mh. Actuellement, on a une sorte de fatalisme total, en France encore plus, hein, mais ouais, où les gens juste croient que c'est impossible, comme je disais, des sortes de forces qui nous dépassent et auxquelles on peut rien faire. Ouais. Mais quand on compare ça aux situations historiques et desquelles on s'est extirpé, c'est rien, vraiment, on peut le faire. Ça, c'est, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, alors levons-nous. J'adore, j'adore. Bah, écoute, je pense que c'est un beau message, de fin. Tu vois, moi, c'est ça que je voulais véhiculer dans cet épisode, c'était, heu, comment est-ce que, tu vois, tu te dévoues à une cause qui te dépasse, même si elle paraît impossible, il me semble que, tu vois, tu incarnes parfaitement, là, ce message dans l'épisode, donc je trouve ça vraiment trop chouette. Ça me donne, moi, beaucoup de force, tu vois, pour, aussi aller porter, mon propre message sur ce que je fais et aider le plus de personnes possible. Donc non, trop chouette. Merci, Shaiman. Où est-ce qu'on te retrouve? Un grand merci pour cette interview, c'était vraiment un grand plaisir de Ouais, c'était pouvoir trop faire cool de ça te aussi recevoir. avec, en effet, des questions auxquelles j'avais pas l'habitude de répondre, mais je crois que ça s'est bien passé quand même malgré tout, donc ouais, très content d'avoir pu faire ça. Et si les gens sont intéressés à en apprendre plus sur ces enjeux, je peux les renvoyer vers ma chaîne YouTube, Ouais, Le Futurologue. Donc c'est des interviews, des débats, des analyses, de plus en plus même des vidéos un peu de storytelling pour toucher un mmh. encore plus grand public avec un montage extrêmement soigné. On va essayer Extrêmement, on d'aller point. chercher le plus de personnes possible pour aller dans la bonne direction. OK, trop bien. C'est quoi un projet là qui arrive pour toi dans les prochains mois, qui te donne le feu aux tripes et que tu vas kiffer faire? Actuellement, j'ai beaucoup d'idées de nouveaux formats à mettre en place Ouais, qui demandent des moyens assez considérables et donc je vais essayer de trouver des sources de financement pour aller dans cette direction et puis proposer vraiment des formats qui permettent de toucher un public encore plus large parce que j'ai connu une croissance l'année dernière qui était complètement folle. ouais. J'ai fait en gros x14 sur la moyenne de vues Waouh! entre les vues que j'ai fait en Ouais. 2024 et 2025. OK. Donc plus exponentiel que l'IA, tu vois. C'est l'objectif. Donc mon but là, c'est vraiment de pouvoir continuer sur cette trajectoire et tu vois, des conversations avec des experts pendant 1 heure et demie, c'est vraiment génial et j'ai adoré faire ça et je vais continuer à le faire. Mais je pense qu'il y a des choses à aller chercher pour toucher un beaucoup plus grand Ouais. public et puis mener
un vrai mouvement pour aller dans la bonne Ouais. direction qui sont à faire. Donc. Il y a une interview qui t'a particulièrement marqué de tous les gens que tu as reçus? Bah, je pense que l'interview de Maxime Fourme, donc le fondateur de Posia, a été particulièrement marquante. D'une part, c'est celle qui a le mieux fonctionné sur ma chaîne, qui a fait plus de 250 000 vues et qui a apporté beaucoup des abonnés que j'ai à l'heure actuelle. OK. Et d'autre part, parce que en fait, elle a vraiment fait prendre conscience à énormément de gens de justement cette trajectoire dans laquelle on est impliqué. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues en présentiel m'en parler. OK. Et ça a été quelque chose de vraiment impactant sur moi parce que, tu sais, 250 000 vues, c'est des chiffres sur un écran. C'est énorme. Tu te dis, putain, ça fait 5 fois les Paris Défense Arena, ou, tu vois. Mais c'est difficile à conceptualiser comme ça quand tu vois des chiffres sur un écran. Ouais. Mais quand tu as, je pense, ça va être une vingtaine de personnes aujourd'hui qui sont venues vers moi me parler de cette interview, tu as des gens qui ont changé de carrière. Genre littéralement, par exemple, là, il y a un gars qui était interprète qui m'a dit « Ah, mais je suis en train de passer, faire de la politique sur l'intelligence artificielle, je m'engage dans des assos et tout. » Des gens qui sont devenus bénévoles pour Posia. Il y a, je pense, une bonne vingtaine de personnes qui sont devenues bénévoles pour Posia à long terme, qui donnent plus de 10 heures par semaine pour Posia aujourd'hui après cette interview. Donc, c'est vraiment des impacts très concrets et très forts. Et ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qui me fait chaud au cœur de voir que les gens justement passent à l'action au-delà de simplement écouter des interviews. Ouais, génial, et merci de souligner ça parce que tu vois, moi, c'est aussi quelque chose qui me drive dans le fait de faire ces formats-là d'interviews avec des personnes comme toi, c'est de donner l'inspiration de waouh, en fait, il y a aussi ça qui existe dans lequel il se passe beaucoup, beaucoup de choses et dans lequel potentiellement j'aurais un rôle à jouer. Tu vois, l'objectif de mon podcast, c'est de donner le feu aux tripes aux gens. Tu vois, donc si tu as pu donner un peu du tien à certaines personnes qui nous écoutent, bah, tu vois, je considère que c'est gagné. C'est paradoxal parce que moi, je viens du monde de la sécurité de l'IA et j'ai quitté ce monde-là. Donc, tu vois, j'ai fait le chemin inverse. Mais voilà, ça veut dire que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la place et que, en tout cas, c'est pas une voie de carrière qui est possible. Donc, trop bien, trop chouette. Écoute, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour cette interview. Et donc, si vous avez aimé ce podcast, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à commenter, à nous contacter. Moi et Shayman, on adore entendre les retours de ces épisodes, voir comment ils vous ont marqué, ce qui vous a inspiré, ce qui a manqué potentiellement. Moi, j'aime beaucoup aussi, comme toi, je pense, m'améliorer au fur et à mesure, cette dynamique d'itération toujours. Donc voilà, et on se retrouve pour un prochain épisode du Feu aux tripes. Merci à tous.